bonjour et bienvenue dans votre émission Éco Débat Actualité Oblige. Nous allons parler des assemblées générales annuelles de la Banque africaine de développement qui vient de se tenir à Brazzaville, en République du Congo. C'était l'occasion de faire le point sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les économies africaines, surtout en termes de croissance et d'inflation. Pour le Maroc, c'était aussi un moment phare puisque le Royaume est désormais considéré comme la première puissance industrielle du continent selon un nouveau classement de la BAD. De tous ces points, nous allons parler avec nos deux invités. Il s'agit d'Idriss Lindié, directeur de rédaction de Média Mania depuis Cotonou. Bonjour à vous Idriss Lindié. Bonjour Omar Balbé et bonjour aux auditeurs de Média TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre second invité est Ange Ponou. Il est spécialiste de la finance africaine chez Sika Finance. Il est justement à Brazzaville où se sont tenues ces assemblées générales de la BAD. Bonjour à vous Ange Ponou et merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda extrêmement chargé. Bonjour, merci à vous pour l'opportunité. Alors, nous allons rester à Brazzaville justement avec vous, Ange Ponou. Alors, Ange Ponou, vous avez assisté à cet événement annuel de la Banque africaine de développement. Quelles leçons ou quelles conclusions en faites-vous? L'Assemblée annuelle de la BAD de cette année, je vais dire l'édition 2026, est placée sous le signe de la souveraineté financière du continent face, par exemple, à la raréfaction de l'aide publique au développement et de certaines ressources de financement extérieur. L'Afrique aujourd'hui est confrontée. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est implacable. C'est que si elle veut se développer, elle n'aura que pour seule alternative de mobiliser les ressources financières dont on a besoin sur le continent. Donc, c'est à juste titre que la BAD, cette année, a voulu parler beaucoup de souveraineté financière du continent. Donc, c'est ce contexte donc, de raréfaction des ressources à mobiliser qui a fait que le thème, justement, portait sur cette mobilisation des financements. Alors, Idriss Lindié, vous, depuis Cotonou, vous suivez très bien ce qui se passe ou ce qui s'est dit à Brazzaville, notamment en termes de perspectives économiques pour le continent. Non, je pense que la Banque africaine de développement, notamment le professeur Kevin Orama, qui produit et présente ce rapport-là, a repris un ensemble d'indicateurs que nous avions déjà obtenus lors des récentes rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale, que la trajectoire de la croissance en Afrique globalement serait en recul en raison des tensions et du retour des risques inflationnistes, euh, les risques de hausse des prix qui sont liés à la crise que nous avons actuellement dans le détroit de Hormuz. Euh, Ils ont aussi rappelé qu'il y a des pays quand même qui vont continuer de tirer la croissance, notamment ceux qui sont alignés sur la production des minerais. C'est le cas par exemple de la RDC, même s'il y a une légère révision à la baisse, mais c'est le cas de beaucoup de pays qui sont sur le secteur pétrolier. Donc, ils ont repris l'ensemble de ces indicateurs, mais je pense que ce qui manque, de mon humble point de vue, et je peux me tromper, à ces perspectives, c'est que personne ne sait comment va se terminer cette histoire dans le Golfe Persique. Et on ne voit pas beaucoup les pays africains agir, on les voit réagir, on ne les voit pas agir, ce qui veut dire qu'on est tous dans l'attente de la situation qui va ériger de cette crise. Et ça, c'est un facteur qui risque de déjouer les pronostics de ces perspectives que j'ai lues intégralement. Alors, on va aller en détail sur ça. Alors, je retourne à Brazzaville retrouver Ange Ponou. Ange Ponou, Idriss Lindié l'évoquait justement, il y a cette guerre au Moyen-Orient qui a un impact certain sur l'économie mondiale. On parle d'un choc mondial.
Alors, la BAD en parle dans son rapport. Qu'est-ce qui est dit par rapport à cette guerre au Moyen-Orient et son impact sur les économies africaines? Donc, pour essayer d'aller beaucoup plus en détail, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle a compris que son destin ne peut pas se jouer à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, sans qu'elle ne puisse réagir. Je comprends parfaitement ce que dit Idriss. Aujourd'hui, les économies africaines ont trop souvent subi les crises. Ils se passent très loin du continent. Aujourd'hui, je pense que la crise qui se passe au Moyen-Orient est en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder une vase et qui fait prendre conscience aux économies africaines qu'elles doivent se prendre la main. Et je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, les initiatives telles que celles portées par l'investisseur nigérien Aliko Dangote sont en train d'être saluées sur le continent, notamment à travers sa raffinerie, aujourd'hui, qui est présentée comme aujourd'hui le plus grand exportateur, n'est-ce pas, de sens parmi les plus grandes raffineries au monde. Aujourd'hui, je pense que ces initiatives, aujourd'hui, sont en train d'être encouragées par des institutions comme la BAD, à travers, n'est-ce pas, cette assemblée annuelle, où la banque essaie normalement de miser sur la capacité aussi du secteur privé à mobiliser les ressources pour les mettre à la disposition du développement du continent. Et je pense que toutes ces crises font prendre conscience aux économies africaines. Il est temps de réagir et non plus de subir les crises qui se passent à des milliers de kilomètres d'elle, alors qu'elle a complètement les capacités. Quand vous regardez les ressources sur le continent, et donc la mobilisation aujourd'hui pose un problème. Le problème de l'Afrique, c'est pas le manque de ressources, c'est comment essayer, quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre aujourd'hui pour mobiliser les ressources dont le continent en a besoin pour son développement. En tout cas, c'est important, on va y revenir tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose d'aller à Abidjan, où se trouve le siège de la BAD, mais où ne se tenaient pas ces assemblées générales de cette année. Allons à Abidjan, retrouver notre correspondante sur place, Zainab Dosso, qui nous dit comment on suivait ces AG et surtout comment évolue la collaboration dans le cas de la Côte d'Ivoire avec la BAD. Les assemblées générales 2026 de la Banque africaine de développement se tiennent à Brazzaville, en République du Congo. Cet événement annuel majeur rassemble les chefs d'État, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales, les investisseurs et les partenaires techniques autour des grands défis du financement du développement en Afrique. Au cœur des échanges figurent notamment les questions liées aux infrastructures, à la souveraineté alimentaire, à l'emploi des jeunes, à l'industrialisation, mais aussi et surtout à la transition énergétique et climatique. À Abidjan, les assemblées générales de la Banque africaine de développement se lisent comme un moment politique autant que financier, avec plus de 2200 milliards de francs CFA engagés dans une quarantaine de projets actifs et un portefeuille dépassant 1800 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. L'institution est un acteur structurant du modèle économique national. Infrastructure, énergie, agriculture, près de 40% des financements orientés vers les infrastructures traduisent une volonté de transformation. À Abidjan, ces montants sont interprétés comme des choix stratégiques, voire des signaux politiques sur les secteurs appelés à apporter la croissance et à façonner l'avenir du pays. Dans cette perspective, la Banque africaine de développement apparaît de moins en moins comme un simple bailleur, mais de plus en plus comme un acteur d'influence cherchant à orienter les trajectoires de développement à l'échelle du continent. Une évolution observée avec attention depuis son siège où se joue aussi la question sensible de l'équilibre entre ambition stratégique et neutralité institutionnelle. Merci à vous, Zainab Dosso. Donc, depuis
Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, Idriss Lindié, je reviens vers vous. On a parlé de ces projets, mais surtout, pour rester dans le contexte de la guerre, comment cette inflation-là, finalement, arrive-t-elle sur le continent par rapport à cette guerre? Et je pense que la BAD en a parlé parce que si mes chiffres sont bons, on parle d'au moins d'une inflation qui devrait hausser de plus de 10%. Bon, je pense que personnellement, je préfère souvent sortir des matrices de réflexion institutionnelle. Il est clair qu'il y aura une augmentation des prix sur un ensemble de biens qui dépendent de l'énergie. Et quand on parle de ces biens, on parle déjà du carburant, on parle évidemment de tous les biens qui sont transportés par des moyens de transport utilisant l'énergie, l'alimentation, l'acheminement des produits dans l'interland. Donc, grosso modo, tout commence avec la hausse des prix du carburant, ensuite la hausse des prix des transports et forcément les opérateurs économiques répercute cette augmentation de la charge énergétique sur le prix final des biens et des services. Et comme les biens et les services ont augmenté, les autres aussi ont tendance à ajuster leur propre prix pour maintenir leur marge. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, la vérité, et je pense que c'est peut-être un travail que fera la Banque africaine de développement qui aujourd'hui, comme le disait le docteur Ange, veut s'orienter vers une mobilisation réelle des financements. Mais pour ça, il faut savoir quel a été l'impact réel de la hausse des prix du carburant. Par exemple, on peut noter que les prix du carburant ont augmenté depuis janvier, l'équivalent de 37%. Mais selon certains analystes économiques, et d'ailleurs c'est une réflexion qui est menée aux États-Unis aujourd'hui, on ne doit pas s'attendre à ce que les prix des biens et des services augmentent de 37% dans les économies. Tout va dépendre de la structure des économies. Les économies les plus industrialisées pourront s'en sortir parce que l'UNESGI sait à produire localement, mais les économies, par exemple, qui ne sont pas suffisamment industrialisées vont subir ces augmentations de coûts. Mais il faut qu'on soit capable d'identifier ce qui est la hausse des prix liée effectivement à la crise d'Ormuz, mais la hausse des prix qui est celle soit de la rareté, soit alors qui est celle de la spéculation des agents économiques qui veulent ajuster leur marge dans des cadres non contrôlés. Alors, Ange Ponou, vous qui êtes à Brazzaville, toujours sur ces perspectives économiques pour le continent, pensez-vous qu'aujourd'hui, selon les conclusions de la BAD, au-delà de cette croissance incertaine, parce qu'on parle d'une croissance qui pourrait être de 4,2% si la guerre ne dépasse pas 3 mois, de seulement de 4% si elle dépasse ou si elle atteint 6 mois. Donc globalement, en fait, quelle est aujourd'hui l'ambiance qui se dégage sur les perspectives de notre croissance africaine? C'est clair que dans l'état actuel des choses, cette crise qui se déroule au Moyen-Orient, si elle se prolonge dans le temps, va impacter durablement les économies africaines. Et aujourd'hui, les sujets, les problématiques qui sont en train d'être débattues ici, à l'occasion des assemblées annuelles de là-bas, je pense qu'on essaie aujourd'hui plutôt de mettre en œuvre des politiques qui soient structurelles pour résoudre cette question de dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'énergie importée d'ailleurs. Et donc, je pense que là, à raisonner sur 4 mois ou 5 mois, vraiment, les effets conjoncturels de cette crise-là sont certains. Ça va impacter durablement plusieurs économies africaines. D'autres économies seront plus impactées, d'autres encore moins. Et ça va dépendre de la capacité de résilience de chaque économie africaine. Et je pense que la BAD a compris tout l'enjeu. On ne peut pas à chaque fois en Afrique, n'est-ce pas, refaire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc ici, c'est de poser les diagnostics et les pays africains l'ont rappelé. Les chefs d'État présents ici à Brazzaville ont tous insisté sur la capacité de l'Afrique à être autonome en énergie. Parce que, autrement,
on ne pourrait même pas parler de développement. L'Afrique ne peut pas aujourd'hui entrevoir le développement, appeler le développement de tous ses voeux et être dépendant de l'énergie qui est importée d'ailleurs. Et donc, pour raisonner, pour répondre à votre question, je dis que la crise au Moyen-Orient, aujourd'hui aux États-Unis, qui fait partie des belligérants de cette crise, les Américains ne vous diront pas aujourd'hui avec exactitude quand est-ce que cette crise prendra fin. Et le fait est là, tant que cette crise ne prend pas fin, les pays africains, n'est-ce pas, continueront, pour certains, n'est-ce pas, à assumer les coûts budgétaires. Parce que je comprends que certaines économies, certains pays essaieront de subventionner le prix du carburant. Parce que aujourd'hui, imaginez-vous que si vous essayez d'arrimer, n'est-ce pas, le prix à la pompe, n'est-ce pas, l'évolution du coût du baril à l'international, beaucoup de pays ne s'en sortiraient pas. Il y aura des crises sociales pas énormes, mais pas possible, et difficiles à gérer pour ces pays africains. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins d'écoles si cette crise se continue, moins de médicaments dans les centres de santé, et ça, moins de bourses d'études attribuées aux étudiants, etc. Et tant que cette crise ne prendra pas fin, vraiment, on assistera à ça, les pays africains essaieront de faire des arbitrages difficiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de penser à une solution durable et qui soit définitive pour les pays africains, soit à le rendre autonome de l'énergie qui vient d'ailleurs. En tout cas, c'est important à suivre. Alors, je vous propose à présent d'aller à Abuja, au Nigeria, retrouver sur place notre correspondant Gilbert Tamba pour nous parler là aussi d'un exemple de coopération entre la BAD et la première puissance démographique du continent. Depuis plusieurs années, les assemblées générales de la Banque africaine de développement se concentrent principalement sur des sujets autres que l'économie. Derrière le discours technique sur les infrastructures, l'énergie ou la dette, se cache une lutte d'influence entre les grandes puissances africaines. Au Nigeria, la Banque africaine de développement est désormais perçue comme un véritable instrument stratégique. Le fait de posséder la plus grande économie d'Afrique a été le principal moteur de l'engagement du Nigeria auprès de l'Union africaine. L'objectif est clair, orienter les financements prioritaires vers les secteurs qui correspondent à ses ambitions nationales. Le développement de l'Afrique a toujours été une priorité pour le Nigeria, qui a beaucoup à offrir au continent. Industrialisation, sécurité énergétique, agriculture, corridors commerciaux régionaux. Autant de domaines dans lesquels Abuja souhaite accélérer sa transformation économique tout en renforçant son influence régionale. Mais ces assemblées générales sont également devenues une tribune politique. Dans un contexte mondial marqué par la montée des tensions géopolitiques, l'endettement croissant des États africains et le débat actuel sur la réforme des institutions financières internationales, plusieurs pays africains cherchent à se faire entendre davantage. Le Nigeria tente ainsi de s'imposer comme l'une des voies africaines capables de négocier d'égal à égal avec les puissances occidentales, la Chine ou les pays du Golfe. Grâce à ces annonces financières, la Banque africaine de développement attire chaque année des investisseurs, des bailleurs des fonds internationaux et des partenaires stratégiques. Pour les gouvernements africains, participer activement à ces réunions est un gage de stabilité politique et de crédibilité économique. Pour le Nigeria, chaque déclaration est scrutée à la loupe car elle révèle la position économique du pays et témoigne de sa volonté de conserver son rôle de puissance pivot en Afrique de l'Ouest. Au fond, ces assemblées générales sont devenues bien plus qu'un rendez-vous bancaire. Elles sont aujourd'hui l'un des espaces où se construit la diplomatie économique africaine de demain. Et dans cette nouvelle bataille d'influence continentale, Abuja entend clairement jouer les premiers rôles. Alors, on vient d'entendre cette correspondance de Gilbert Tamba depuis donc Abuja. Alors, Idriss Lingé, aujourd'hui, il est question de mobiliser ces financements au niveau continental. Est-ce une tâche facile? Je crois que c'est une question très importante, hein. J'ai entendu pas mal d'options qui ont été partagées et même d'ailleurs lors de la journée de l'Afrique. Je pense que c'est un rapport qui a été commandé. McKinsey a sorti un rapport pour dire qu'il y avait des opportunités
à près de 200 milliards de dollars de ressources à mobiliser. Et je crois que j'ai cru suivre que les perspectives économiques de la BAD disent que les opportunités de mobilisation des recettes fiscales, je peux me tromper, hein, mais que les opportunités sont autour de 470 milliards de dollars de mobilisation des recettes fiscales. Alors, si on prend le cas de la simple fiscalité, on va aller pas à pas, si on prend le cas de la simple fiscalité, c'est un gros défi parce qu'il faut quand même dire que euh, 40 à 60% du stock des investissements formels qui sont structurés, génèrent de l'emploi, sont traçables par les administrations fiscales ou même de l'activité, c'est encore le fait des multinationales étrangères à travers leurs filiales. Or, on sait aujourd'hui que le système fiscal international, il est remis en cause. D'ailleurs, des négociations sont en cours grâce à une initiative du groupe africain à l'ONU qui veut qu'on change les règles afin que l'Afrique ait plus de droits d'imposition. Et en face, on a les pays de l'OCDE, notamment les pays du G20, qui freinent des quatre pieds parce qu'ils veulent que le système actuel persiste et le système actuel ne permet pas qu'on mobilise suffisamment de ressources. Donc, voilà un des défis sur le plan fiscal, au-delà de toutes les questions de bonne gouvernance, de la digitalisation des services fiscaux et de tout ce qu'on peut dire. C'est qu'il y a déjà un vrai problème sur qui doit payer l'impôt. Maintenant, sur le plan de la mobilisation des finances, autre que par les ressources publiques, douanes, impôts et taxes diverses, il y a aussi maintenant qu'il faut jouer avec la perception des investisseurs. Pendant longtemps, même moi, j'ai été de ceux qui pensaient que les investisseurs, les agences de notation, qu'ils pénalisent l'Afrique, c'est ce qu'on voit dans les faits. Mais une fois qu'on commence à se dire que les investisseurs réfléchissent en termes de marge et que nous-mêmes, si on était investisseurs, on agirait pareil, on va là où il y a plus de facilité de sortie, là où il y a plus de liquidité, là où il y a plus de visibilité, là où il y a plus de cohérence. Et pour le moment, l'Afrique est encore en train de construire cela. Et malheureusement, j'ai l'impression que les présentations qu'on fait, j'ai suivi ça en ligne, dans le cadre de ces rencontres annuelles, ça ressemble à des redites, et on applaudit, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un sondage pour demander à tous ceux qui étaient là, qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous comptez faire une fois qu'on sera parti d'ici. Et là, je suis presque sûr que c'est là que commenceront les défis. En tout cas, des défis surtout de croissance inclusive. Alors là, je retourne à Brazzaville, retrouver Ange Ponou par rapport à cette croissance inclusive, parce que on nous dit que pour que la croissance soit inclusive, il faut réaliser une croissance du PIB par habitant de 3,5% par an, alors que pour 2026, on serait au grand maximum à 2%. Donc c'est encore insuffisant. À ce niveau-là, et ça fait des années et des années qu'on en parle, hein, comme le disait Idriss, peut-être cela ressemble un peu à de la redite. Qu'est-ce qui est prévu comme nouveau jalon pour enfin atteindre cette croissance inclusive? C'est une question qui est quand même difficile. Je ne pense pas que les chefs d'État eux-mêmes ont des solutions possibles, mais je pense que il y a des pistes de solutions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le problème de l'Afrique, par exemple, c'est qu'on a un large point, c'est notre économie qui est informelle. Et je pense aujourd'hui que le véritable défi pour les pays africains, c'est comment faire en sorte d'inclure cette partie importante de l'informel, là, de l'intégrer à l'économie, de la formaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, si on réussit à faire ça, et on va résoudre, n'est-ce pas, une partie du problème concernant la faible mobilisation, par exemple, des ressources sur le continent. Et c'est à partir de là que la croissance économique qui est générée va commencer à impacter le plus de monde. Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique aujourd'hui, à tous les rapports, comme dans tous les rapports aujourd'hui, on vous dit que l'Afrique, c'est 80% de l'économie qui est informelle, 80% de l'économie informelle. Et à chaque fois, quand il s'agit maintenant de mettre en œuvre les solutions pour formaliser cette économie, et c'est là qu'aujourd'hui, on ne voit pas les actions se faire. Et je pense que parler d'inclusivité de la croissance économique, ça part déjà de là.
Mhm. En tout cas, c'est à suivre. Alors, on va rester toujours à Brazza, mais on va changer de sujet, hein, Idriss Lindié. Je pense que nous sommes ici au Maroc et ça fait quand même l'actualité. On sait que le Maroc est l'un des premiers bénéficiaires des financements de la BAD, mais il y a eu quand même une grosse annonce concernant le classement des puissances africaines dans le domaine de l'industrie. Et pour une première fois, le Maroc dépasse l'Afrique du Sud et devient la première puissance industrielle du continent. Quel commentaire? Bon, déjà, je pense que il faut qu'on sorte un peu du registre de l'auto-congratulation. Mais il est clair que je l'ai toujours dit, et ça c'est sans aucune publicité aucune, ou encore moins parce que nous sommes sur une chaîne qui est basée au Maroc. Mais le Maroc, je pense que le leadership marocain, je pense le roi, hein, finalement, puisque quand on lit un ensemble de politiques industrielles sur le Maroc. On voit très bien qu'il y a eu la vision de son roi. Je pense qu'ils ont quand même eu une longueur d'avance. Et il y a longtemps que le Maroc aurait dû être considéré comme la première puissance industrielle d'Afrique. Peut-être qu'elle n'a pas le même volume que l'Afrique du Sud, qui, il faut le rappeler, s'est industrialisée avec des capitaux étrangers. Il faut pas non plus. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple les grandes entreprises industrielles sud-africaines, les Anglo Gold, les Naspers, quand vous regardez par exemple les grandes banques sud-africaines qui aujourd'hui soutiennent cette industrialisation, c'est des banques qui appartiennent à des capitaux étrangers. On a quelque part le Public Investment Corporation, qui est un peu le fonds de sécurité sociale sud-africain, qui est actionnaire d'ancrage avec parfois 20 ou 18%. Mais majoritairement, c'est des actionnaires étrangers et parfois des actionnaires qui ont le temps d'attente que des processus se mettent en place. Or, le Maroc a presque développé son écosystème industriel, bien sûr, avec une stratégie d'attraction des investisseurs, mais elle a dû investir. Elle a dû investir sur l'énergie, elle a dû investir sur les infrastructures, elle a dû travailler sa politique industrielle. Et aujourd'hui, on a un Maroc, je pense, le premier pays africain en termes d'excédent commercial sur les services. C'est-à-dire que sur les services d'exportation, sur les services automobiles, aujourd'hui on voit très bien les grands groupes aéronautiques. Il y a eu un gros travail du Maroc. Alors, je pense que au-delà d'être le champion africain, ce que le Maroc affiche aujourd'hui, c'est un exemple qui devrait être d'une certaine manière répliqué par de nombreux autres pays africains. Et ces pays en ont les moyens. Je pense qu'il y a l'Éthiopie qui essaye de suivre, l'Égypte essaye aussi, mais c'est beaucoup trop compliqué en Égypte. Le Nigeria a aujourd'hui des champions, comme par exemple Dangote, mais on a encore cette petite bataille entre secteur privé et autorité politique, qui est souvent très compliquée dans ces pays-là. On a le Kenya qui essaye de lever la tête, et on a d'autres pays qui en sont encore à des stades de déclaration. Donc, je crois qu'au-delà de la victoire, enfin, au-delà de célébrer la victoire, le Maroc doit y voir une vraie opportunité pour vendre son expertise aux autres pays africains. Et là, on serait vraiment dans ce qu'on a toujours voulu, une collaboration sud-sud. Une collaboration sud-sud. Alors, Ange Ponou, à Brazza, en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort aussi de ce rapport, de cet indice sur l'industrialisation du continent? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler de mobiliser vraiment les ressources à grande échelle au niveau ces assemblées annuelles pour essayer de justement transformer, n'est-ce pas, impacter le développement, transformer la trajectoire économique du continent. Et cela passe forcément par l'industrialisation. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, à l'heure du jour, ces assemblées, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est consciente. On n'a pas de mettre d'abord l'accent sur la mobilisation et la disponibilité des ressources pour financer les économies africaines.
Après, on parle aujourd'hui de plus en plus de changement de paradigme. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer de fonctionner comme vous avez fonctionné depuis toujours et puis espérer avoir de meilleurs résultats. Donc, je pense qu'une fois que l'Afrique aura mobilisé et aura trouvé le circuit officiel pour mobiliser suffisamment de ressources, je pense que l'autre question qu'il faudra adresser, ce sera l'industrialisation du continent, parce qu'on ne pourra plus continuer à exploiter nos matières premières tel qu'on continue à le faire. Et cela, n'est-ce pas, désavantage l'Afrique. Parce que vous exportez des produits qui sont faibles en valeur ajoutée pour aller importer des produits qui ont des valeurs ajoutées très élevées. Et ce qui déséquilibre, n'est-ce pas, structurellement, les thèmes de l'échange. Et je pense que les pays africains devront adresser cette question tôt ou tard. Mais je pense que pour l'heure, je pense qu'il faudrait adresser les questions aussi, étape par étape. Et sinon, cette question de l'industrialisation de l'Afrique, il y a longtemps qu'on en parle, mais je pense qu'aujourd'hui, certains pays africains vous opposeront le déficit de financement, n'est-ce pas, comme aujourd'hui obstacle majeur pour essayer, n'est-ce pas, d'accélérer cette industrialisation. Donc je pense que la PAC pose les vraies questions. Donc cherchons les ressources. Une fois qu'on aura, n'est-ce pas, les ressources disponibles, je pense qu'on adressera, n'est-ce pas, a fortiori, cette question de l'industrialisation du continent, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans passer par l'industrialisation de l'Afrique. En tout cas, c'est intéressant. Idriss Lingué, vous rebondissez sur ce sujet de l'industrialisation? Alors, je pense que les processus industriels sont assez complexes quand même, hein. J'ai souvent écouté Dangote Aliko dans certaines de ses interviews et il disait que pour sa raffinerie, par exemple, s'il savait tout ce par quoi il faut passer pour arriver à une raffinerie, il aurait eu peur dès le départ parce que ça l'a presque transformé. C'est-à-dire, l'industrialisation, si on l'entame, nous transforme d'abord et puis nous replonge au cœur de la réalité et de l'économie réelle. Quand on y pense, en réalité, Dangote aujourd'hui qui est une solution pour le carburant dans un contexte où les prix du carburant sont en train d'augmenter. Mais Dangote n'a rien fait de magique. Ce que nous appelons le secteur informel ou le secteur illégal raffinait déjà un pétrole au Nigeria qui alimentait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux portes du Ghana. Et il n'y avait jamais eu de problème. Mais qu'est-ce que Dangote a fait? Il est sorti du bavardage où il faut formaliser, il faut lutter contre les trafiquants. Et il a structuré un secteur qui, en réalité, avait déjà des compétences au niveau local. Donc, il y a beaucoup d'autres secteurs comme ça où nous avons un début de compétences qui se met en place en Afrique. Mais le problème, c'est qu'il y a une déconnexion parfois entre les appareils étatiques et leurs objectifs et les agents économiques sur le terrain. Vous savez, ce que vous appelez l'informel, en économie, ça n'existe pas. En économie, il y a l'offre et la demande. Il y a le besoin et la satisfaction du besoin. Il n'y a pas d'informel. Quand vous vous levez le matin, je ne sais pas moi, à Douala, la capitale économique du Cameroun, et que vous prenez une moto, qui est pour vous le moyen de taxi? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas une industrie du transport urbain qui est mise en place. Donc, je pense qu'il faudra changer nos mentalités et arrêter de voir des initiatives économiques comme étant des engagements politiques. Et c'est ça le problème. C'est qu'on veut laisser croire que le président, il est très magnificent, il nous aime, il veut nous aimer. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire comme Dangote, c'est-à-dire de plonger dans une initiative qui va nous transformer, d'accepter d'être transformés. Et je crois, je reviens encore sur le Maroc, c'est la grande leçon que le Maroc apprend au reste de l'Afrique. Le Maroc s'est transformé et a transformé son économie. Et tant que les pays africains ne suivront pas ce chemin, bah, on va rester dans des forums comme ceux qu'il y a actuellement, où on finit d'applaudir, chacun prend son avion et rentre chez lui.
En tout cas, on espère que ça aboutira à plus de concret. Alors, Ange, pour nous, vous qui êtes sur place, peut-être vous voyez des choses beaucoup plus concrètes en termes de discussions qui se passent à Brazzaville. Alors, on ne peut pas parler de ce secteur industriel-là sans parler de la transformation locale. À ce niveau-là, qu'est-ce qui bloque? Ange, pour nous, vous nous entendez? Il me semble qu'on a quelques soucis avec Ange. Je ne pas bien. Je ne vous le pas bien du tout. Allez-y. Alors, je vais reposer la question, Ange, pour nous. Je disais que sur le plan industriel, il est impossible d'avancer sans réussir ces politiques de transformation locale. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui se dit là-bas à Brazza? Alors, il me semble qu'on a quelques soucis avec Ange. Pour nous, on va revenir à Idriss Lindié. Idriss Lindié, peut-être je vais vous poser la question, mais autrement. Aujourd'hui, vous avez parlé du cas du Maroc. Comment le Maroc peut servir d'exemple et partager son expérience avec les autres pays du continent? Il faut déjà que les autres pays du continent reconnaissent que le Maroc a une avance et que le Maroc ne se prend pas la tête. Ils ont des expériences qui ont prouvé que ça peut marcher. Récemment, j'étais à Tanger où j'ai visité la zone industrielle, mais c'est absolument incroyable. Et c'est dommage parce que ça m'a rappelé un quartier, notamment à Douala, qu'on appelle justement zone industrielle. Le Cameroun avait déjà des zones industrielles et vous voyez très bien comment est-ce que à l'époque on envisageait cela. Il y a des stations énergétiques. On n'était pas très loin d'un gros transformateur qui distribue de la très haute tension. Exactement ce que j'ai vu l'autre jour à Tanger. Mais malheureusement, ça n'a pas prospéré, peut-être parce qu'il n'y a pas eu finalement un leadership cohérent. Je pense que quand on veut s'embarquer dans ce type de voyage, on doit garder à l'esprit, et d'ailleurs, la Banque mondiale l'a dit récemment, il faut qu'on s'embarque dans le voyage de l'industrialisation. Et cela veut dire qu'il faut avoir une connaissance précise des ressources humaines dont on a besoin, de comment de la quantité exacte dont on a besoin, du type d'incitation fiscale qu'on peut apporter et de comment on peut récupérer, et même de se fixer des objectifs en termes de volume produit, de volume réduit sur le plan des importations, mais aussi de volume exporté. Et reconnaître les compétences que nous n'avons pas, d'importer ces compétences-là et de mettre un processus d'apprentissage. Mais quand vous regardez, par exemple, prenons seulement, Omar, les cursus académiques, mais il y a encore plein de pays où les gens passent 5 ans à l'université pour étudier la philosophie et les lettres. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez, 2000 étudiants en train de faire de la philosophie et des lettres à l'heure de l'intelligence artificielle. Le pire, les gens apprennent le français. Vous me dites, mais comment tu peux faire 5 heures, 5 ans pour apprendre le français alors qu'on a besoin des gens qui savent gérer un champ, on a besoin des gens qui savent transformer le manioc, ou alors qu'on a besoin de gens qui peuvent accompagner ceux qui le font déjà au niveau local. Donc, je crois qu'il y a cette déconnexion, Omar, et le jour où on va relier le politique avec cette énergie de la population et de la créativité des populations, on aura des économies qui vont décoller. Et je crois que quelque part, c'est un peu ce que le Maroc a fait. Il a puisé dans l'énergie des Marocains et il a associé ça à des ambitions politiques. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Bon, en tout cas, des résultats palpables à l'image de ce port Tangémet que nous venons de voir. Idriss Lindié, aujourd'hui, sur la même question que je voulais poser à Ange Pounou, qu'est-ce que vous en dites? Alors, oui, je pense forcément que la transformation locale est la clé parce que dès le début, tu as évoqué la question du produit intérieur brut inclusif. Le vrai problème aujourd'hui en Afrique, c'est que ce produit intérieur brut n'est pas inclusif. Déjà parce que
il est situé sur des segments qui ne créent pas beaucoup d'emplois. C'est parfois le segment du trading. Par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la vraie valeur sur le cacao n'est pas créée au champ, elle est créée sur ceux qui peuvent faire le trading du cacao. Et lorsque les prix augmentent sur les marchés mondiaux, ils le réalisent des marges fortes. Alors que les planteurs, souvent, ont des prix stables qui sont supposés les protéger, mais qui en réalité les protègent surtout de bénéficier des hausses des prix en amont. En aval, je veux dire. De l'autre côté aussi, la transformation locale a la capacité de permettre que les économies africaines réduisent leur exposition à des produits extérieurs. Parce que toutes ces questions d'inflation dont on parle aujourd'hui, c'est parce que nous importons certains aliments, l'alimentation de base, le blé, le riz et même l'huile de palme. C'est incroyable, l'huile de palme, nous importons. Heureusement que nous avons encore des patates, des plantains et tout le reste. Donc oui, il y a un vrai besoin, Omar, de soutenir la transformation locale. Mais comme je le disais, vous savez, ça demande des capitaux patients, ça demande des capitaux longs. J'ai bien vu que aujourd'hui, la nouvelle Banque africaine de développement veut mobiliser davantage de capitaux, mais je n'ai pas très très bien vu justement là où cette mobilisation ira soutenir toute l'énergie de transformation locale. Et malheureusement, beaucoup de pays africains ont encore du chemin à faire. Écoute. Une fois j'étais à Abidjan, je pense que c'était le salon de l'agriculture. Peut-être que je me trompe, mais c'était le salon de l'agriculture. Mais j'étais impressionné de voir des producteurs locaux avec des produits mais incroyables, des produits que vous ne voyez dans aucun rayon, dans aucun marché. Et pourtant, ces gens, ils ont pris leur énergie, ils ont pris leurs capitaux et ils ont développer un processus de production. Mais voilà, il n'y a pas, personne, je ne dis pas qu'il y a la faute de quelqu'un, mais je dis il n'y a pas encore cet effort de rencontre entre l'institutionnel du haut et l'énergie et la synergie de la transformation locale qui est en bas de la pyramide et qui est pourtant le moteur de la résilience de l'économie africaine. En tout cas, on n'a pas les mots pour vous remercier, Idriss Lindié, pour votre brillante participation. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Média Mania. Avec nous aussi Ange Ponou, donc spécialiste de la finance africaine qu'on a perdu malheureusement en cours d'émission. Mais je pense que les messages clés sont passés. Merci à vous d'avoir donc participé à cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medianews.com ou bien sur mediantv.com ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Bonne suite de programme sur Median TV. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.